Et nous allons ouvrir cette matinée avec une conférence consacrée à la NASH, la stéatohépatite, non-alcoolique, une forme sévère de la maladie du foie gras non-alcoolique. L'obésité étant en augmentation, la maladie suit la même évolution. À ce jour, le diagnostic reste invasif, voire dangereux, et les traitements sont inexistants. L'objectif de l'orateur que nous allons accueillir, c'est la biopsie liquide, la prise de sang pour dépister et pour monitorer. Monsieur le Président, vous avez confié la mission de présenter à l'un des membres étrangers de la compagnie. Voilà, donc j'invite le professeur Manuel Bergen à venir présenter brièvement le CV de Bart Stals. Bonjour, donc j'ai le plaisir d'introduire très schématiquement, si je peux dire ainsi, Bart Stals, qui est professeur à l'Université du Lille. Il est directeur de l'unité mixte INSERM 1011, qui est située sur le campus Pasteur, le pôle recherche de l'Université du Lille. Il est cofondateur et membre du comité de direction de l'European Genomic Institute for Diabetes, le GID en cours, et il est également cofondateur de GenFit, dont il préside actuellement le comité scientifique. Alors Bart Stals a obtenu son doctorat en sciences en 1991 de l'Université du Louvain. Il fait un postdoc à San Francisco, et puis il s'installe à Lille en 2003. Il rejoint l'unité INSERM 545 dirigée par Jean-Charles Couchard. Et en 2010, il crée sa propre unité, si je puis dire ainsi, qui est l'unité mixte INSERM 1011. Résumer la recherche de Bart, c'est pas simple, parce qu'il a fait tellement de choses. C'est un monument, je crois, dans le domaine de la pharmacologie moléculaire des maladies cardiovasculaires et métaboliques. Il a fait des découvertes importantes, cliniquement, mais aussi fondamentalement, dans le contexte des facteurs de transcription, les PIPAR. À ce jour, il a publié 900 articles qui sont hautement cités. En plus de ça, ses travaux ont été reconnus par plusieurs prix scientifiques nationaux et internationaux. The stage is yours. Merci beaucoup, Manuel, pour cette introduction trop flatteuse, je dirais. Bon, à remercier le professeur Schill pour m'avoir associé à ce programme extrêmement intéressant et divers. J'ai beaucoup envie d'écouter les autres orateurs, beaucoup de cette séance. Merci beaucoup pour cette organisation. Donc, on m'a demandé de parler du lien entre le foie, l'obésité, le diabète et maladies cardiovasculaires. Et quand en 2023 on parle du foie, on parle d'une pathologie qui est très liée avec le syndrome métabolique, très liée avec le diabète de type 2, très liée avec l'obésité. C'est la maladie du foie gras non alcoolique qu'on appelle le MASLD, vous avez déjà entendu parler, je suis sûr, mais qui a été cette année rebaptisé en MASLD, disons Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease. Pour les obèses et diabétiques, ça ne change pas grand-chose. Ça rajoute un élément qui était enlevé de la définition précédente, c'est une consommation modérée d'alcool, parce que dans le non-alcoolique, le moins de consommation d'alcool permettait d'enlever les patients de cette classification. Mais c'est surtout fait parce que je trouvais que définir une pathologie par négation, ce n'est pas une bonne chose, non alcoolique, et c'est le reste. Alors, donc on a plutôt décidé de mettre ça en relation avec le foie gras, mais puisque le foie gras est très mal pris par le grand public et par un patient, quand vous dites que vous avez fatty liver, fatty, c'est pas très flatteur, on a dit on va l'appeler stéatotique parce que ça ne comprenne pas. Donc c'est quoi le MASLD? Et pour la population sur laquelle je vais parler, MASLD, NAFLD, c'est identique parce qu'on travaille beaucoup sur les obèses diabétiques dans mon laboratoire. Donc le NAFLD ou MASLD, c'est une évolution d'une pathologie hépatique qui commence avec l'accumulation de graisse dans le foie, ce qu'on appelle donc le fatty liver, et qui progresse, quand elle progresse, avec un dysfonctionnement hépatocytaire qu'on voit sous la microscope en nom de ballooning des cellules hépatocytaires, perte de leur forme, et puis l'apparition
de l'inflammation, et je vais en parler un peu plus tard, de l'inflammation, on parle du NASH ou MASH, ou non-alcoolique stéatohépatite. Donc, c'est à ce moment-là que le patient a haut risque de faire une pathologie qui progresse vers des complications cliniques importantes, comme la cirrhose et la fibrose hépatique, qui peut donc donner lieu à des problématiques hépatiques, comme la cirrhose décompensée ou même l'hépatocarcinome. Mais également, et c'est le sujet qui m'intéresse le plus dans mon laboratoire, aussi avec des pathologies telles que le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. Et c'est ce sujet que je vais un peu commenter avec surtout de la recherche faite dans mon laboratoire. Donc je vais focaliser presque exclusivement là-dessus. Donc notre histoire sur Marseille ou Marseille maintenant commence il y a à peu près 15 ans, donc même bien avant que c'était très répandu dans la littérature et dans les médias, avec un grand projet européen, d'abord EPADIP, ensuite Resolve. C'est le fameux projet FP7 et FP6 qui réunissaient des chercheurs ensemble et qui permettent de faire des choses qui donnent leurs fruits que 15 ans après. C'est quelque chose qu'aujourd'hui on ne fait plus, parce que les politiques ont décidé la recherche doit porter ses fruits tout de suite. Ce n'est pas le cas, c'est impossible. Si vous n'investissez pas dans la recherche fondamentale, 20 ans après, vous avez un appauvrissement. Meilleur exemple de la réussite de la recherche fondamentale, c'est le vaccin anti-Covid. C'est une réussite majeure. Je suis sûr que je ne vais pas vous expliquer ça, mais il faut peut-être passer l'information à nos politiques qui décident. Chez nous, en France, c'est M. Macron, qui a d'ailleurs fait une grande réunion récemment pour conclure qu'il va faciliter la complexité. Mais... Donc, dans les Resolve, on a avec nos amis à Anvers, l'équipe de Sven Franke et Luc Mangal, que vous connaissez aussi, dans le sujet, bon, c'est peut-être pas une cohorte de patients non diabétiques mais obèses, et on a fait un scoring à l'anthropologue, et on voit que le score de ce qu'on appelle l'activity score est déjà assez reparti, et que des gens avec un foie gras normal, ou un foie normal, donc pas gras, score 0, c'est la minorité. Certes, ce sont des obèses qui ont été identifiés par Luc Mangal comme étant à risque potentiel. Hein. C'est pas ce qu'on voit dans la population globale. Mais ça nous donne un ensemble de patients, hein, parce que là on parle de 200 patients avec biopsie hépatique, sur lesquels on a pu faire de la recherche dite, comme dit André, fondamentale. Mais c'est quand même transactionnel. Et donc, la recherche qu'on a commencé à faire avec mon collègue Philippe Lefebvre, c'est de chercher quels sont les profils d'expression génique dans le foie de ces patients au travers de ces différents stades dont j'ai parlé, hein, donc NAFL, NASH, avec et sans fibrose. Et on voit qu'il y a une évolution fort attendue de pathologie, de changement au niveau de l'expression des gènes. Je ne vois pas, il est là. Voilà, plutôt des gènes impliqués dans le métabolisme de lipides et métaboliques dans les stades précoces, mais suivi très vite avec l'inflammation qui apparaît et puis les pathways qui sont impliqués avec la fibrose. Donc même si c'est une étude cross-sectionnelle, on voit la maladie naturelle dans cette cross-section. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit déjà dans la phase antérieure de développement d'un stade ultérieur arriver le profil génomique de ces stades qui est en train de se faire. Ce qui veut dire que probablement il y a un lien. Et c'est très important parce qu'il faut savoir si on traite le NASH, est-ce qu'on va par exemple aussi améliorer la fibrose. C'est un point important parce que si on traite le NASH et on fait rien sur la fibrose, les patients ne font pas de cirrhose, c'est pas génial. Donc on pense que c'est le cas. Et qu'est-ce qui se passe? Quel est un des concepts métaboliques qui est le plus répandu maintenant? Bien qu'on peut en discuter, ça évolue, c'est chaque jour. Ce qui se passe dans le développement de maladies du foie gras, c'est un peu ce qu'on voit aussi dans le diabétique. Chez le diabétique, c'est-à-dire qu'il y a une perte de ce qu'on appelle la flexibilité métabolique. Et donc, dans la progression vers le foie gras, il y a un moyen de compenser
les mitochondries sont capables d'adapter l'arrivée de produits énergétiques comme des acides gras et des glucides par une adaptation, ce qu'on appelle la compensation respiratoire mitochondriale. Et on pense que quand il y a trop, il y a un moment que ça dépasse un certain niveau, il y a le stress oxydatif, un ER-stress, donc c'est le stress du réticulum endoplasmique, qui devient à la fin de mon topo, et qui fait un peu déconner le système, et à ce moment-là, la pathologie évolue vers NASH, et NASH et fibrose. C'est assez simpliste, hein, il y a plein d'autres organelles que les mitochondries qui sont impliquées. Pour moi, les lysosomes sont très importants aussi, mais c'est quand même, ça donne une bonne idée. Et vous mettez un diabétique ou un patient avec muscle D à jeune, on voit que l'augmentation des corticoïdes ne se fait pas comme un individu normal chez ce patient, donc il y a une inflexibilité métabolique. Et quel est parmi les problèmes de ces patients, c'est qu'ils développent des maladies cardiovasculaires. Et ça, c'est une étude épidémiologique qu'on a bien montré que l'incidence d'événements cardiovasculaires, donc le fameux MACE, augmente dans le temps. Et par rapport à la population référence, on voit qu'avec chaque stade, il y a une progression de l'incidence de maladies cardiovasculaires. Donc si on est plus avancé avec cirrhose, on voit qu'il y a de plus de maladies cardiovasculaires. Donc, je parle de cirrhose compensée que malheureusement les patients ne savent pas. Souvent, tu vois, dans l'étude que je vous montrais, on avait des cirrhoses, des gens qui se traînent dans la rue, qui sont peu obèses et qui ont une cirrhose hépatique. Parce que compensé, on ne voit pas. Donc, sauf si on fait les études ou l'histologie, etc. Et quel est le lien entre le foie gras, d'un côté les maladies cardiovasculaires, je parle aujourd'hui que l'athérosclérose et les maladies cardiovasculaires de type ischémique, je ne parle pas de l'insuffisance cardiaque, c'est un autre débat. Une connexion du foie avec la périphérie, c'est via le métabolisme du cholestérol et de l'hypoprotéine. On sait très bien que chez ces patients, muscle D, ou syndrome métabolique ou diabète de type 2, on a une dyslipidémie très particulière qui se développe et caractérisée par l'augmentation de production de lipoprotéines riches en triglycérides, les VLDL, qui sont convertis en LDL petites et denses. Donc sans que les cholestérol montent beaucoup, il y a quand même un shift astrogène, proastrogène de ces LDL et une baisse des lipoprotéines protectrices qui sont les HDL. Donc ça, c'est un lien qui est fort discuté, mais qui semble quand même se tenir, malgré le fait que le simple traitement de triglycérides ne semble pas faire grand-chose. Les maladies cardiovasculaires, comme on a malheureusement montré avec une molécule qui est sortie de mon laboratoire, c'était Macular, l'étude prominente, c'est une surprise globale, pas très sympa dans ce qui me concerne. Donc ça, il y a des liens avec lipides, lipoprotéines, maladies cardiovasculaires, il n'y a pas que ça. Et je vous ai dit que la transition de NAFLD vers MASH ou NASH, c'est stéatohépatite. Donc il y a le dysfonctionnement de l'hépatocyte et l'arrivée de l'inflammation. Et donc pour mieux comprendre ce qui se passe, transition fatiguée vers MASH, nous avons fait une autre approche bioinformatique dans la laboratoire, ce qui s'appelle le Weighted Gene Correlation Network Analysis, WGCNA, et qui très simplement est une façon statistique de regarder sur une population globale, comme Resolve, et on a fait ça sur d'autres populations aussi, quels gènes sont régulés de façon coordonnée, et on les met dans ce qu'on appelle les fameux clusters que vous voyez là à droite avec un nombre de transcrits qui veut dire donc expression d'un gène donné, et on obtient un certain nombre de clusters, et ensuite on s'est posé la question, quels de ces clusters sont impactés quand on a dans cette population des réponses du traitement du NASH, soit par une intervention que vous connaissez bien, Roux-en-Y gastric bypass, donc la chirurgie bariatrique, soit par un lifestyle intervention. Et vous voyez qu'on a des personnes qui répondent bien, on a des gens qui ne répondent pas bien. En lifestyle, ce n'est pas étonnant, hein, les régimes, c'est plus là. Et on voit que dedans, on trouve un
par cette approche, on trouve un module de gènes corrélés qu'on appelle module bleu, dont l'expression de ces gènes diminue quand on répond au niveau hépatique à l'intervention, soit Roux-en-Y, soit lifestyle, mais qui ne diminue pas dans les non-répondeurs. Ça, c'est assez original, parce que nous avons eu avec l'équipe Anvers une deuxième biopsie après 1 an. Et ça, on ne trouve jamais, nulle part. Donc, on pouvait, chez le même patient, voir l'avant et l'après. Et ça, c'est ce qu'on a fait dans cette étude. Et ensuite, on a regardé qu'est-ce qu'il y a dedans. Et dedans, on trouve surtout des gènes du système immune-inflammatoire. Et donc, ensuite, on a fait du deep immunophenotyping du sang. On a aussi fait du foie sur différents modèles, je vous passe les détails, mais je vous montre ça parce qu'on a vraiment fait un deep immunophenotyping sur le sang des patients qui ont différents niveaux de NASH histologique, comme vous voyez en bas, hein, de stéatose, inflammation, ballonnique, et qui sont aussi altérés au niveau de leur métabolisme glucose. Ce ne sont pas diabétiques, mais il y en a qui sont prédiabétiques, qui ont l'insuline résistance, vous voyez, on a résumé à l'IRC, etc. Vous voyez que le diabète associé avec l'apparition d'un cluster 2 de cellules immunes, très inflammatoires, vous voyez aussi que le profil dans les patients NASH, c'est un peu différent. Et donc, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a des activations de cellules inflammatoires, comme les monocytes inflammatoires qui circulent dans le sang, des cellules TH1, TH17. Il y a aussi un changement dans le profil des cellules dendritiques, qui sont les antigen preventing cells. Et en même temps, on voit une diminution des cellules anti-inflammatoires, plutôt type T-cellules régulatoires. Ça, c'est dans le sang. Donc, aujourd'hui, notre hypothèse, c'est que l'impact que fait un lifestyle inadapté sur le foie en premier lieu, évidemment, si etc., va changer quand le patient veut faire NASH, de fatigue à NASH, changer le profil de réponse immune-inflammatoire qui va impacter certainement sur le foie, parce que c'est la même chose dans le tissu, hein, je vous passe les détails, mais qui peut aussi impacter sur les organes périphériques, dont les coronaires et provoquer l'athérosclérose. Et comment ça fonctionne? C'est une étude faite par David Dobrovich avec Denis Mobilenko dans le laboratoire. On a pu montrer que sur les cellules monocytaires comme les cellules dendritiques, ici dans l'exemple, il y a une interaction entre les réponses immunes innées qui sont liées par l'activation des récepteurs type toll-like receptor, qui a donné lieu au prix Nobel à Strasbourg, n'est-ce pas? Et puis les acides gras qui circulent en quantité élevée chez les patients insulino résistants. Et ce qu'on a pu montrer dans cette étude, c'est que quand on a à la fois un environnement qui est enrichi en lipides, donc acides gras libres, par exemple, typiquement chez les patients insulino résistants, et une activation PLR, vous voyez ici en rouge, c'est très facile qu'il y a une augmentation de production de cytokines de façon spectaculaire. Donc il y a une interaction entre les facteurs métaboliques et l'inflammation dans les cellules immunes, et ça, c'est maintenant un domaine de recherche qui est de pointe, je dirais, c'est ce qu'on appelle l'immunométabolisme. Maintenant, il y a des dizaines d'équipes qui travaillent sur ce genre de concept, et ça se trouve aussi dans la peau avec psoriasis et d'autres endroits. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a travaillé avec des chirurgiens bariatriques, François Patou à Lille, qui a fait une grosse cohorte à Boss, qui est une cohorte de patients qui ont été soumis à chirurgie bariatrique, opération où on a pu avoir accès à une biopsie hépatique aussi. Et vous voyez que très tôt, ça fait déjà quelques années, on avait un nombre de patients assez impressionnant, maintenant plus que 1000, sur lesquels on a pu faire les transcriptomes. Donc, vraiment des approches très originales. Je vous passe les détails parce que c'est vraiment l'approche bioinformatique qui devient extrêmement compliquée. Mais la question qu'on se posait sur cette cohorte, en utilisant cette multitude de patients et de données des patients en transcriptome entier, c'est est-ce qu'on identifie une signature moléculaire, donc dans le transcriptome, qui est associée avec
le NASH. Et donc, on a commencé à faire ça. Je vous parlais de la prévalence de NASH et NAFLD dans une population. Vous voyez ici, c'est une population des obèses, certes morbides, obèses, mais qui ne sont pas sélectionnés comme l'accord d'Anvers par quelqu'un qui regarde dit ou peut-être votre foie va pas bien, je vous envoie chez les pathologues. Là, c'est simplement obèse. Et vous voyez que la plus grande partie des gens sont en foie gras. Donc, c'est beaucoup de femmes, 70% des femmes qui sont BMI 40-45, qui ont du foie gras, mais pour le reste, assez normal, assez jeune, 40-45 ans, cette population plus jeune. Vous voyez que le NASH représente à peu près 7% de cette population. C'est ce qu'on trouve dans la population globale aussi, à peu près 7%. Ce qui est très intéressant, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est qu'on a aussi des healthy obese. C'est des gens qui ont BMI de 50 et pas un poil de stéatose, pas un poil de stéatohépatite. C'est assez impressionnant. On est en train de les regarder plus en détail. Mais ce qu'on voulait faire, c'est quels sont les facteurs qui déterminent l'hétérogénéité des profils transcriptomiques. Et on voit que NASH, nos NASH, ce qui était le départ de l'étude, est un facteur important, basé sur un ratio statistique. Et vous voyez que, très étonnant, sexe, le profil génomique, expression génomique du foie humain est déterminé tout d'abord par le sexe. Incroyable, peut-être, non, peut-être pas. Donc on s'est intéressé quelle est la différence entre hommes et femmes, et on trouve des pathways qui sont différents entre les deux sexes. On voit par exemple plus le côté métabolisme inflammation chez les hommes, alors que chez les femmes, on voit plutôt les gènes de remodelage cellulaire, donc la fibrose, qui sont plus touchés. Donc c'est assez surprenant parce que vous savez que dans les grandes études d'intervention, on sépare très rarement les deux sexes et on les met dans un pool. C'est probablement une erreur, on le sait déjà que c'est une erreur, mais quand même, on continue à le faire parce que les réponses peuvent être très différentes. Alors, pour terminer sur l'intervention, donc, qu'est-ce qui marche dans le MASLD? Aujourd'hui, il marche lifestyle, ça c'est fait par l'équipe Resolve, donc Van Gaal, grand spécialiste d'obésité, et réussi à motiver les Espagnols. Vous voyez, ça marche, mais ce n'est pas génial. Vous voyez que le score 0, il augmente à 29% de 10, au lieu de 10% après un an d'intervention. Mais bon, il reste quand même encore des gens avec score 6, 7, c'est le plus haut presque, donc ça ne marche pas bien. Qu'est-ce qui marche? C'est simple. Roux-en-Y gastric bypass, il n'y a plus rien. Le NASH n'est pas rien. C'est un peu drastique, donc on essaie de développer des médicaments, mais Roux-en-Y est un bon modèle. Donc on s'est posé la question, pourquoi Roux-en-Y impacte sur le NASH? Comment ça fait lien avec les maladies cardiovasculaires? Et donc là, on vient de sortir un article dans Hepatol où on a pu montrer à nouveau, en utilisant à la fois du métabolome et du transcriptome, que quand on fait une intervention chirurgicale, il y a une augmentation de flux de précurseurs et de métabolites de cholestérol du tissu adipeux qui est rempli chez ces patients de beaucoup de cholestérol vers le foie qui arrive à gérer ce cholestérol par l'induction de ce qu'on appelle les voies alternatives de synthèse d'acide biliaire, donc pas les voies classiques qui sont médiées par l'acide A1. Et donc, ainsi, le corps gère le surplus de produits qui sortent de ce tissu adipeux. Ces gens perdent sur un an 40-50 kg. Donc, où est-ce que ça va? Les triglycérides, on les brûle, parce qu'ils mangent moins. Mais le cholestérol, c'est pas si simple. Et donc, si ça vous intéresse, je vous invite à lire cet article, parce qu'on a vraiment essayé de comparer ce qui se passe avant et après, à nouveau grâce à notre collaboration dans laquelle on a accès à des doubles biopsies après un an et au début. Mais la pharmacologie, c'est pas génial. Deuxième échec dans ma carrière, c'est le troisième ligne, c'est la fibranol. C'est un préparat alpha-delta agoniste qui n'a pas passé sa phase 3, mais ce n'est pas le seul, comme vous voyez. Donc, on peut se poser la question, pourquoi? Parce que c'est très complexe, hétérogène, multifactorial, tout
ce qu'on veut. Donc, maladie très compliquée à traiter, ça nous a pris beaucoup de temps, on y arrive maintenant, Michael va en parler, mais c'est quand même problématique et pas facile. Et donc, un concept qu'on a commencé à développer dans le laboratoire, c'est surtout l'équipe de Jérôme Écoute avec Vanessa Dubois, qui est maintenant à l'Université de Gand, après son postdoc, c'est le shift dans le foie, dans la progression vers le NASH des hépatocytes avec une perte d'identité hépatocytaire. Et j'explique. Donc on a regardé sur les hépatocytes l'expression des gènes qui changent dans des pathologies comme aiguës, comme le DILI ou le sepsis, hein, donc très aigu, mais également dans des maladies du foie plus chroniques comme le MASLD ou la fibrose. Et ce qu'on voit, c'est une induction de gènes du stress endoplasmique, particulièrement endoplasmique, au dépit de l'expression de ce qu'on appelle le liver ID genes, les gènes qui déterminent la fonctionnalité du hépatocyte, comme par exemple l'albumine. Donc, il y a un chiffre. Et ce qui se passe, c'est que, fort logiquement, quand il y a une agression pathologique, l'organisme doit répondre. Donc, l'organisme répond quand il y a un stresseur par une induction de gènes de réponse au stress et diminue pour sauvegarder, se préserver les gènes qui font la fonction hépatique qu'il a à ce moment pas trop besoin. Le problème, c'est que quand c'est transient, donc ça passe vite, ça restaure en normal. Quand c'est chronique, ça avance vers la pathologie. Et donc, le grand problème, c'est qu'une acute agression avec l'éversion de cette loss d'identité hépatocytaire n'est pas grave et même normal, mais si ça tient, par exemple, avec un AFD ou un MASLD qui progresse, ça devient vraiment problématique. Et donc, je vous passe toutes les études moléculaires qui sont dans cet article. Si je passe à la suite, on se pose la question, est-ce qu'on peut restaurer l'identité hépatocytaire, donc restaurer notre fonction dans des pathologies comme le MASLD ou voire le acute en chronic liver failure, qui est un grand problème de santé publique également. Et donc, pour faire ça, Jérôme a identifié ce qu'il appelle les Core ID Transcription Factors, donc les facteurs qui déterminent la fonction hépatocytaire de base par des approches à la fois dans le laboratoire et de bioinformatique, hein, j'ai mis les technologies en bas. Et ensuite, on s'est dit, et quels sont les facteurs qui ne sont pas forcément que hépatospécifiques, mais qui sont aussi dans d'autres tissus, qui interagissent, donc ce qu'on appelle les HepID Connect, donc qui connectent sur ces voies-là. Et dans ces voies-là, on trouve un certain nombre de facteurs de transcription, chacun a son favori dedans, mais un récepteur très intéressant, c'est le fameux récepteur à l'hormone thyroïdienne, TR-bêta. Pourquoi? Parce qu'en parallèle, les équipes de l'industrie pharmaceutique est arrivée au développement des agonistes TR-bêta spécifiques. Vous savez que TR-alpha joue beaucoup sur le cœur et induit des problèmes cardiaques. Donc il fallait faire un TR-bêta spécifique qui est exprimé dans le foie, aussi dans d'autres tissus, mais surtout pas dans le cœur. Et donc il y a, et je termine avec ça, c'est ce qui se passe actuellement en clinique, resmetirom par Madrigal est un TR-bêta spécifique hépatotrophe, agoniste de cette récepteur nucléaire, et qui améliore de façon significative tous les paramètres du NASH, donc ce qu'on appelle NASH resolution, et qui améliore aussi de façon significative la fibrose. Donc, c'est très intéressant parce que c'est un des premiers produits qui a ces effets. Le worldwide, c'est plus par changement de poids. Et vous voyez qu'il y en a d'autres qui sont dans le pipeline et tous les produits qui sont testés pour l'instant donnent les mêmes résultats. Donc, ce n'est pas un effet molécule, c'est vraiment un effet classe. Donc, nous pensons que ça passe via ce mécanisme de, restauration de l'identité hépatique. Il y a d'autres produits qui sont dans ces facteurs de transcription qui sont importants. On a par exemple les agonistes FXR avec obédicholic acid, pour lequel il y a aussi eu un phase 3
positif, ce qu'on appelle l'étude de Degenerate. Je ne rentre pas dans le détail, mais ça a également marché. Levier a malheureusement décidé que le bénéfice-risque du patient, parce qu'il y a quelques effets adverses comme LDL qui augmentent plus vite, n'est pas suffisant, donc probablement ça passera par la barre de commercialisation. Et finalement, je dois quand même dire un mot de PIPA, n'est-ce pas? Donc il y a quand même une approche PIPA qui marche, et c'est le produit de pan-piparagoniste dont l'étude phase 2B publiée dans Neuronutritionist par mon collègue Sven-Frank a montré des résultats assez encourageants. On pense que le triple agonisme de PIPA est une façon de progresser aussi. Cette molécule est actuellement aussi en phase 3 de développement clinique. Donc, il y a quand même des avancées malgré beaucoup de manque de réussite. Aujourd'hui, on a un certain nombre de molécules qui passent dans le pipeline de développement clinique et qui pourraient arriver sur le marché. Après, voir comment on va traiter, identifier les patients. Il y a encore plein de choses à faire que je n'ai pas abordées dans mon topo aujourd'hui, comme le diagnostic, etc. Donc avec ça, je termine ma présentation. Je pense que je vous ai cité les différentes personnes avec qui on collabore depuis longue date, en labo et à l'extérieur. Et je vous remercie de votre attention. Merci Bart pour ce magnifique exposé. Je crois donc, je dois d'abord m'excuser, donc ce n'est pas de la recherche fondamentale, comme vous l'avez compris, c'est de la recherche translationnelle, parce que manifestement il y a une perspective et une ouverture forte vers la clinique, à la fois par les approches non pharmacologiques et par les approches pharmacologiques. Donc le papier est ouvert à la discussion. Est-ce qu'il y a des questions venant de la salle? C'est la présidente Stéphane Constantinescu, je vous donne la parole. Attends le micro. Merci beaucoup pour cette présentation passionnante. Je me demandais si les mitochondries, les modifications que vous observez, sont-elles aussi sur la fission, fusion et nombre, ou seulement métabolisme? Très bonne question. À ma connaissance, dans des études translationnelles, ça n'a pas été démontré. Ce qui a vraiment été démontré, notamment par des chercheurs tels que Michael Roden, qu'il y a un dysfonctionnement mitochondrial, mais on ne sait pas exactement l'origine. Donc c'est vrai que ce genre de questions, on peut encore faire la recherche plus. La chose, j'ai un peu touché là-dessus. Moi, personnellement, je commence à penser que la dysfonction mitochondriale est plutôt un effet au lieu d'être une cause. Et je ne suis pas sûr que trouver le mécanisme de restauration mitochondriale vont amener des produits qui traitent le nage. C'est qu'une spéculation, mais on voit des petits éléments arriver dans le littérature. Je pense que c'est peut-être plus en amont, parce que quand on parle de ESTS, on parle aussi de la fonction lysosomale. Et là, il y a un travail énorme à faire. Les premiers articles sur la fonction lysosomale et le foie gras commencent à sortir. Donc, mais ça n'empêche pas que le détail de ce qui se passe au niveau mitochondrique nécessite beaucoup d'attention aussi. Professeur Arnberger. Bon, ça marche. Oui, c'est super cool. J'ai une petite question dans le contexte si je peux dire ainsi, des sous-types de diabète. Et je pense que c'est surtout à l'étude de Michael Roden qui a montré que dans le sous-type 5, les patients ont surtout une grosse résistance à l'insuline. C'est ceux-là qui développent le transfert vers RH. Est-ce que dans tes données, tu prends ça en compte dans ton analyse de la cohorte, tu regardes spécifiquement ceux-là, ou comment faire pour voir si c'est un phénotype prédisposant? Donc on parle des patients de classement de line group, des sous-classes. La plupart, c'est dans cette catégorie des obèses insulino-résistants. C'est vraiment dans cette logique qu'on est, parce que les cohortes avec obésité, je peux vous montrer la HOMA-IR ou la HOMA-IS, sont terriblement... Ah oui. Je pense que c'est surtout cette population qu'on étudie là. Et donc, mais j'ai jamais vu une étude où on prend des diabétiques, on les a séparés en différentes sous-catégories, et sur biopsie, on regarde la prévalence de l'âge.
Le problème, c'est qu'il faut mettre une aiguille dans le foie d'un patient, et ça, c'est la grande difficulté. Sinon, tu ne sais pas. Il y a deux choses dont tu ne parlais pas du tout dans la partie génétique. Je vous ai dit qu'il y a deux variantes de la glucokinase regular protein et de la lipase qui prédisposent. Oui. Là, ça ressort dans ton étude ou pas du tout? C'est variable. Ce qu'on fait, donc là on parle de génétique, c'est pas génétique, c'est après, hein. Mais donc le gène qui a été identifié comme déterminant du foie gras, d'abord, c'est à Dallas, c'est surtout une étude sur les patients en risque cardiovasculaire foie gras par forcément âge, c'est PNPLA3. C'est une protéine impliquée dans la formation des gouttelettes lipidiques et aussi à des actions métaboliques, comme ça a été montré par plein de gens autour du monde. D'autres gènes, GKR, on ne sait pas trop. Pour moi, ça reste un énigme ce que fait cette protéine qui va dans l'AIO et qui sort dans le cytosol. C'est ça la regulatory protein. Et par contre, oui, mais c'est vrai que le polymorphisme détermine aussi le foie gras. Et puis il y a un gène dont je ne vais pas parler, mais qui est très intéressant, c'est TM4SF2, un gène qui est impliqué dans la production de VLDL. Et donc là, on dissocie les maladies cardiovasculaires du foie gras parce que avec le variant, on sécrète moins de VLDL, donc on accumule plus de triglycérides dans le foie, donc on fait plus de foie gras. Mais ces patients font moins de maladies cardiovasculaires parce qu'il y a moins de lipoprotéines natrogènes. C'est une preuve du pathway que je vous ai montré sur l'atrogenic dyslipidemia et maladies cardiovasculaires. Donc c'est extrêmement intéressant. Donc on peut aussi avoir des mutations ou des variants qui dissocient les pathways. Là, on comprend un peu mieux ce qui se passe. Mais bon, juste pour terminer, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quelque chose qu'Anne Chiarini, que tu connais bien, a développé, c'est ce qu'on appelle le Genetic Risk Score. Donc on prend ces gènes, les variants dans ces gènes, on fait le génotypage chez le patient. Et elle a développé un algorithme sur base de l'importance de chaque variant dans la pathologie. Et donc maintenant on calcule sur chaque patient de la cohorte le Genetic Risk Score qui nous donne quelque chose de complémentaire, par exemple le HOMA ou les paramètres métaboliques. Et on est en train de comparer quelle est la différence entre un genetically defined NASH versus un metabolically defined NASH. Il y a des petits trucs intéressants à faire. On peut le faire parce qu'on a l'histologie sur plus de 1000 patients, ça devient déjà. Je sais, les généticiens vont dire que c'est ridicule et ça vaut rien, mais on parle là de score sur les gènes bien établis déjà, hein, donc on ne fait pas de découverte là sur ces genres de. Mais ça, c'est vraiment intéressant. Il y a encore deux questions pour une là-bas. Alors, Gérard Rayac. Merci pour cet excellent exposé, c'est vraiment très très agréable à écouter. J'avais une question. Pourriez-vous nous dire un peu plus à propos de l'application du système lysosomal dans la pathologie? Écoute, ce que je peux dire, c'est que j'étais dans un jury de thèse cette semaine du Helmholtz où l'étudiant a travaillé sur 3 protéines de trafic intracellulaire de lipides qui sont donc impliquées dans tout ce qui est le cycle de la membrane et les récepteurs vers les lysosomes, voire retour à la membrane, comme on a avec les récepteurs, et qui a modulé l'expression de ces 3 gènes et qui a regardé, certes, dans des modèles précliniques, mais il y a une association avec certaines de ces protéines et le développement de stéatose hépatique. Donc ça commence à émerger. Il y a également à Maastricht, un collègue à moi, Ronit Shiri-Sverdlov, qui a montré que certains catepsines qui sont associés avec les lysosomes circulants pourraient être des facteurs diagnostiques pour le NAFLD. Et ce qui est très intéressant, ce ne sont pas les mêmes dans la NAFLD pédiatrique versus le NAFLD adulte. Ce qui est un autre sujet que je n'ai pas abordé, mais aujourd'hui, surtout aux États-Unis, la quantité de jeunes adolescents touchés par
de naphtholie, surtout des enfants d'origine hispano-américaine. C'est dramatique, dramatique. On voit même de cirrhose chez des jeunes enfants à 14-15 ans. C'est dramatique, ils deviennent hyper obèses. Hein, donc, la pédiatrie est une question, moins chez nous, mais ça vient. Et là, on a un problème, parce qu'on sait qu'à 33 ans, s'ils ont déjà cirrhose à 15 ou 16 ans, c'est que transplantation du foie. Hein. Donc, imaginez le nombre de jeunes personnes à 30, 40 ans qui vont arriver dans les décennies qui suivent et qu'on peut traiter, s'il n'y a pas d'autre approche, par une transplantation du foie, si on fait rien. Donc c'est un autre sujet très intéressant. Il y a encore deux questions, Gérard Réac, des questions brèves et des réponses brèves si possible. On aura encore une ou deux questions sur Zoom, je crois. Merci beaucoup. Quelle est la cinétique de l'insulinorésistance après chirurgie bariatrique? Parce que, bon, on part de 100 kg, on arrive à 70 kg, on comprend que l'insulinorésistance s'améliore. Mais qu'est-ce qui se passe pendant la perte de poids? Parce que tout cet influx d'acides gras, tu as dit que le foie était capable de gérer le cholestérol dans le bol idéal. Est-ce qu'il entraîne en même temps les acides gras? Parce que sinon, ça devrait aggraver l'insulinorésistance. Je pense que ça. Je ne crois pas, parce que le problème de malabsorption, donc ils sont souvent mauvaises parce qu'il y a quand même une surcharge calorique et ça diminue fortement. Donc, elles peuvent brûler les graisses. Par contre, tu touches à une limite de mes études que jamais. Nous, on n'a que des points 0 et 1 an. Et ça serait extrêmement intéressant d'avoir des points intermédiaires parce qu'il y a une phase d'inflammation aiguë post-chirurgicale, donc on ne sait pas ce qu'elle fait. Et puis, à 3 mois, 6 mois, qu'est-ce qui se passe? Ça, on l'a pas. C'est une limite, je l'admets. Ok, question. Alors, une première question de Maurice Salami. Bonjour, professeur. Bonjour. Une question brève. Vous nous avez parlé des healthy obèses, précisant que ces patients obèses, donc en bonne santé, ne développent pas de stéatose. J'aimerais savoir ce qu'il en est des maladies cardiovasculaires sévères chez ces patients. Ah, très bonne question. Je ne peux pas vous donner la réponse. Vous savez que les études de prévention cardiovasculaire, c'est dans des études comme SOS fait en Suède, où ils ont suivi les patients pendant des longues durées, avec des nombres plus importants. Ce qu'on n'a pas fait à Lille, alors on suit, on est maintenant à 5 ans avec François Patou, mais c'est trop court parce qu'on a fait avec des femmes et des hommes qui ont en moyenne 40-45 ans. Donc, quand je vais voir mes cardiologues, je dis il faut qu'on fasse un travail ensemble. Ils disent attends, chez nous, ces patients qu'on a pour les valves et tout ça, c'est 75 ans. Je viens dans 40 ans et moi je suis en retraite. Donc c'est impossible de répondre. C'est une très bonne question. Pour répondre, je crois que j'ai vu une étude récemment, donc les healthy obese ont évidemment un risque cardiovasculaire beaucoup moins important que les unhealthy obese, ce qui paraît logique, mais il y a quand même un sous-risque par rapport à des populations lean, par rapport à des populations minces, par des mécanismes qu'on ne connaît pas encore très bien, parce qu'ils n'ont pas de facteurs de risque habituels, c'est-à-dire le bilan lipidique est normal, la glycémie est normale, la résistance est normale, etc. Mais peut-être bien quand même qu'il y a une inflammation silencieuse quand même quelque part, ou je ne sais pas quoi. Donc il y a un petit risque quand même supérieur par rapport au lean, mais beaucoup moins évidemment que les unhealthy. Mais c'est dans le sens inverse, on parle aussi des lean NASH ou MASH. C'est des patients qui ne sont pas obèses et qui ont le MASH dans le foie. Et on ne sait pas, ils n'ont pas de facteur de risque, mais ils sont malades. Ils progressent de cirrhose. On n'a aucune idée de ce qui se passe. Dans la nouvelle classification, ils sont dans la catégorie SLD cryptogenic MASH. On ne sait pas. Donc ils sont séparés maintenant du NAFLD et MASLD, sont cryptogeniques. On va devoir arrêter ici, donc il y a pas des questions sur le Zoom, on va demander que vous les transmettiez par email, on essaiera d'y répondre. Merci beaucoup Bart pour ton magnifique exposé.